Salut à tous et j'espère que vous allez bien, c'est Max de MHS Prod et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto où on va utiliser Redshift et Xparticle. Je préfère prévenir en début de vidéo, c'est un tuto qui sera plutôt long parce que je vais être vraiment très explicatif dedans. Je vais faire comme si je donnais un cours à mes élèves. Il s'adresse plutôt aux gens qui n'ont pas ou très peu d'expérience avec Redshift et pas ou très peu d'expérience avec Xparticle. Donc ça va plutôt cibler les gens qui sont sur Octane et qui veulent en savoir plus sur Redshift. Ça va plutôt cibler les gens qui veulent faire des particules, qui trouvent ça joli, par exemple parce qu'ils en ont vu sur Instagram et ils se demandent comment c'est fait, plutôt que vraiment juste arriver au résultat qu'on voit sur la miniature. On a un tuto un petit peu plus avancé sur la chaîne qui a été réalisé par Nerve, qui est un tuto avec Redshift et Xparticle. Ça dure 50 minutes, c'est bien, c'est élaboré, c'est complexe. Les résultats sont visuellement plus intéressants que ce qu'on va voir aujourd'hui, mais ça s'adresse déjà à un public un petit peu plus averti. Donc aujourd'hui, je fais ce tuto vraiment en considérant que vous voulez découvrir et apprendre plus que vraiment un tuto comme j'ai l'habitude de faire sur la chaîne où je vais d'un point A à un point B sans forcément trop prendre le temps d'expliquer. J'espère que vous allez apprécier cette démarche et voilà, vous allez découvrir plein de choses. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur réaliser ce genre d'animation, donc un petit close-up sur des particules avec de la depth of field, petite animation plutôt sympa, et le but voilà, serait d'avoir des particules qui sont contenues dans un personnage, mais elles pourraient être contenues dans une sphère, dans une maison, ou vraiment n'importe où, et donc on va voir comment gérer cette petite couleur, comment est-ce qu'il y a cette petite animation gérée automatiquement. C'est quelque chose qui est sûrement faisable aussi avec le cloneur, de l'animation, des effecteurs matière, effecteurs push apart pour empêcher que les particules se touchent et tout. Mais aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est Redshift et Xparticle. J'espère que vous allez apprécier la vidéo. Voilà, je préfère prévenir en début que ce sera assez long. Voilà, ce sera plus un format court. Dernière petite parenthèse avant de commencer notre tutoriel, pour tous ceux qui seraient nouveaux sur cette chaîne, ou tous ceux qui seraient tombés sur un tuto il y a longtemps, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on fait avec la communauté très rapidement. Donc on a un groupe Facebook de partage et d'entraide que vous pouvez rejoindre. Il y a des petites règles plutôt simples, vous pouvez partager vos illustrations, vos rendus 3D et vos animations, parce qu'on est quand même des motion designers, donc ça devient un petit peu plus intéressant à partir du moment où vous animez tout ce que vous avez designé. On fait aussi des événements physiques, donc tous ceux qui suivent la communauté, on s'est mis à réaliser des événements pour que tous les gens de la communauté, donc des groupes, de Discord et tout, puissent venir se rencontrer, assister à des masterclass, boire des coups ensemble et passer un bon petit moment. Donc si ça vous intéresse de venir régulièrement, on essaye de faire des petits événements, donc tenez-vous au courant, il y a des annonces sur le groupe, sur les pages, etc. etc. On fait pas trop de pub puisque le but c'est que ça reste quand même communautaire. Donc rejoignez la communauté, vous serez forcément au courant quand il y a un prochain événement. Et si nos travaux personnels vous intéressent, vous pouvez nous rejoindre aussi sur Instagram MHS Prod et on a ouvert un Behance. Vous pouvez en tout cas voir un petit peu les projets qu'on fait en perso ou en pro un petit peu plus poussés, si ça peut vous donner des idées pour des prochains tutos. Voilà. On a aussi voilà, le Discord, donc tous les liens sont dans la description, donc salon de chat vocal et textuel avec plusieurs canaux, puis de temps en temps on se retrouve et on parle ensemble. Donc voilà, c'est un petit peu large. Je vous ai pris un petit peu trop de temps. On va pouvoir commencer maintenant le tuto. Ciao, à tout de suite. Et on se retrouve maintenant dans Cinema 4D, notre logiciel de prédilection. Donc, on va aller jeter un petit coup d'œil du côté de Redshift Render. Donc tous ceux qui veulent s'intéresser à Redshift, il y a une version de démo sur internet. Si vous voulez quand même suivre ce tuto, allez télécharger la version de démo et faites une petite pause sur cette vidéo et on se retrouve tout de suite. Ce serait quand même dommage de ne pas pouvoir découvrir en mettant les mains dedans. Si ça vous plaît pas, bah, vous n'achetez pas le truc ou vous désinstallez la démo. Donc Redshift, il fonctionne un petit peu comme Octane Render avec un petit live viewer qui est une petite fenêtre interactive où on va pouvoir voir un objet, voir ce qui se passe un petit peu dans sa scène, etc. etc. Voilà, si on tourne, si on fait des opérations, ça se met à jour en temps réel. Donc voilà, c'est vraiment très pratique, c'est une manière de travailler qui est assez récente, hein. Le live viewer, ça s'est démocratisé que depuis 3-4 ans, peut-être un petit peu plus, mais quand j'ai commencé Cinema 4D, vraiment on était avec le moteur classique ou du Véret, et puis on n'avait pas ce côté interactif. Donc
Donc ce qui est cool, c'est que Redshift, il va fonctionner un peu de la même manière. On va avoir le IPR ou le Render View qui va être cette petite fenêtre qu'on va pouvoir venir soit mettre dans son interface, sur le côté. Voilà, par exemple, je peux la mettre en onglet ici ou je peux la mettre sur une autre fenêtre. Donc, pour le tuto, moi, je vais la laisser ici. Mais là, je suis sur une petite config 3 écrans. On se met plutôt bien, ça permet de gérer pas mal de petites choses en même temps. Les écrans, ça coûte pas très cher, même si c'est des écrans de pas bonne qualité. Je vous conseille d'investir dans un écran. Moi, quand j'avais pas trop de sous, je m'étais acheté un tout petit écran qui était même pas en HD, mais ça me permettait de balancer mon live viewer dessus, d'ouvrir mes dossiers. C'est super pratique, je trouve ça indispensable. Et même sur laptop, même sur des petits PC portables, quand on est à la maison, on peut brancher un deuxième écran. Donc vous n'avez pas d'excuses. C'était le petit conseil. Et maintenant, on va aller dans les paramètres et on va venir choisir son moteur de rendu Redshift. Donc là, j'étais sur Octane. On va passer tout simplement sur Redshift. Voilà, et je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc Redshift, c'est assez simple. Redshift, on a un objet, et si je clique sur Play, on va avoir mon rendu. Donc au début, ça va être complètement ignoble. Alors pourquoi c'est ignoble? C'est que Redshift, contrairement à Octane, il est biased, donc c'est-à-dire qu'il va truquer un petit peu le rendu. Et Octane, lui, c'est un moteur physique, donc il va balancer des rayons partout, ça va être beau, il y a de l'illumination globale, de l'occlusion ambiante par défaut. C'est pas du tout la même méthode de calcul. Redshift, ça fait un peu penser tout simplement à Cinema 4D. Donc Redshift, ça va être à nous de venir chercher l'illumination globale, l'activer. On va avoir un petit peu plus de choses à faire, mais on va aussi avoir plus de contrôle. Donc vraiment, les deux ne sont pas comparables. C'est vraiment deux moteurs de rendu différents. Euh, voilà. Donc première chose que je fais, c'est que je vais augmenter le Unified Sampling. Alors Redshift, il a deux méthodes de calcul. Redshift, il va calculer en mode progressif, donc pour avoir tout le temps un petit aperçu dans le viewer, mais il va aussi calculer avec des buckets. Donc c'est ce qu'on voit quand on fait un rendu cinéma 4D, hein, c'est des petits carrés, puis ça calcule des zones de l'image. Donc généralement pour le live viewer, on se met en progressif, et pour le rendu final, on se met en unified sampling. Donc on définit un intervalle de sample. Moi je vais mettre au mini et au maxi, et il va soi-même venir calculer avec les petits buckets la zone. Donc là, vous voyez, il va très très vite. Redshift est vraiment assez intelligent et rapide à ce niveau-là. Donc moi, c'est une des choses que je fais quand je travaille. Si le rendu, on a trop de grains, qu'on veut améliorer le tout, on vient augmenter les samples min. Et si on a vraiment un rendu qu'on veut rendre plus rapide, plus interactif, ou qu'on voit qu'on n'a pas besoin d'autant de samples, on vient diminuer ce truc-là. Moi, j'ai une config assez aisée, on va travailler sur des scènes plutôt simples, donc c'est un chiffre que, voilà, par défaut, c'est peut-être que les pros Redshift qui bossent sur des gros projets me diront qu'il ne faut pas faire ça. Moi, je le fais de cette manière-là, en tout cas. Et ça marche très bien quand on fait des trucs motion et qu'on n'est pas sur sur un film d'animation. Deuxième chose, c'est venir activer l'illumination globale, puisque de base, on n'a pas d'illumination globale. Donc, pour activer l'illumination globale, on va dans l'onglet GI, donc Global Illumination, et on va avoir plusieurs méthodes de calcul. Alors, contrairement à Cinema 4D, on va en avoir un petit peu moins. Et ça, c'est plutôt cool, parce que moins, c'est plus simple. Donc, je tousse, très important à dire. La première que je vais mettre, c'est la brute force, et la deuxième, je vais mettre Irradiance Pound Cloud. Voilà. Donc c'est un peu celle utilisée par défaut par tout le monde, ça marche bien, c'est beau, c'est assez rapide. Si vous voulez en apprendre plus, il y a une doc qui a été très bien faite, qui est sur le site de Redshift. Alors contrairement à Octane, Redshift a vraiment une doc super bien faite. Brute force, c'est une méthode brute, assez rapide, assez cool, et Irradiance Point Cloud, c'est un cache, c'est une sorte de cache d'irradiance, donc ça c'est assez cool. Donc voilà, je ne vais pas vous expliquer techniquement pourquoi ces deux-là, mais ces deux-là. Voilà, parce que je ne suis pas non plus je ne vais pas vous expliquer tout ce que ça fait en détail. Ensuite, dans Système, on a des petits paramètres qui sont pas mal. On ne va pas les activer, mais je vous le montre quand même. Dans Experimental Option, on va avoir Render to Paces for Denoising. Ça peut être pas mal pour du denoiser. Ça, c'est un truc qui est assez cool. Et donc, dans Memory, si vous avez des vieilles versions de Redshift, il faut venir cliquer sur Automatic Memory Management. C'est pas forcément quelque chose qui est coché de base. Donc moi, je viens le cocher ici.
Et là, on va commencer à être prêt pour faire un petit peu de Redshift. Donc Redshift, voilà, j'ai mon objet, j'ai mon Live Viewer. Je vais avoir des matériaux Redshift, comme on a des matières Octane. Hein, il fonctionne avec son propre système de matériaux, qui sont des matériaux qui vont fonctionner avec un système nodal. Donc ça fait un peu penser à l'interface Expresso, c'est un peu moins léché que Octane. Mais de version en version, ça s'améliore. Et il a un petit peu plus de possibilités que ce qu'on peut faire sous Octane. Ça reste pas non plus Arnold, mais ça reste quand même plutôt pas mal. Donc ça fonctionne de cette manière-ci. On peut aussi retrouver ici voilà, quelques paramètres si on n'a pas forcément envie d'aller dans le shader graph. Mais on crée un petit peu tout, plus ou moins, avec le shader graph. Et mes objets, donc le sky, la caméra, on va les retrouver ici, hein, le sky, les différentes lights. Donc ce qui est cool, contrairement à un Octane, c'est qu'on va retrouver des choses comme la point light, par exemple, ou la spotlight. Donc on a la caméra, les matériaux, là on a quelques petits outils. Donc moi ce que je vais venir charger, ça va être un Dome Light. Donc Dome Light, qu'est-ce que c'est? Sous Octane, c'est l'équivalent du ciel, ou ici ça va être le ciel. Voilà, donc je vais me charger une petite light, Dome Light. Et donc la Dome Light, on va pouvoir charger nos ciels HDR ici sous le pass. Donc là on va avoir tous nos petits paramètres, exposition, teinte, saturation, nombre de samples, les rayons, et là le volume. Donc un gros avantage de Redshift par rapport à Octane, c'est qu'il gère vraiment très bien tout ce qui est volume, donc brouillard, feu et toutes ces conneries, ça marche vraiment plutôt pas mal. Donc pour me simplifier un petit peu la tâche, je vais utiliser un petit plugin de Grayscale Gorilla. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser si vous ne l'avez pas, mais ça s'appelle HDRI Link. Je vous montre comment ça marche. Sinon, je vais vous montrer aussi la méthode classique. Donc là, je mets mon tag HDRI Link et je viens relier ma DOM map ici. Et maintenant, je vais avoir ma petite bibliothèque, de ciel. Et là, je vais pouvoir changer de ciel en cliquant ici. Donc moi, c'est vraiment quelque chose que je trouve très pratique. Sinon, si vous ne l'avez pas, vous pouvez vous créer votre propre bibliothèque HDR dans la médiathèque et faire glisser le tout. Ou alors, à l'ancienne, eh bien, on vient choisir tout simplement un chemin donc sur ces fichiers. Donc voilà, par exemple, là j'ai plein de HDR et je viens sélectionner mon fichier HDR à la mano. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne aussi. Donc moi, j'utilise tout simplement le HDRI Link pour me simplifier la vie. Voilà. Donc là, déjà, on commence à avoir des choses un petit peu plus sympathiques. Et voilà, contrairement à Octane, on vient voir qu'on ne peut pas faire autant d'opérations dans le Live Viewer d'Octane. On peut faire un clic droit, sélectionner un matériau, etc., etc. Dans Redshift, on n'a pas tout ça non plus. Donc vous allez voir, pour tous les habitués d'Octane, quelques petites différences, mais beaucoup de qualité quand on va faire des particules. Et qu'est-ce qu'on va faire là tout de suite? Eh bien, on va attaquer les particules. On va maintenant pouvoir attaquer notre petite partie sur les particules. Donc je vais aller cliquer sur Xparticle et je vais prendre un XP System. Ce qui est vraiment super bien avec Xparticle, c'est qu'ils ont une doc très très complète. Sur tous les objets, vous avez un petit onglet pour ouvrir la doc ou pour ouvrir la doc vidéo. Donc si vous ne savez pas à quoi sert une option, n'hésitez pas vraiment à cliquer dessus. Ça, c'est super cool. Et dans Cinema 4D, ça fonctionne aussi un peu de la même manière. Si vous ne savez pas à quoi sert une option, vous pouvez toujours faire un clic droit et cliquer dans Afficher LED. Et hop, ça ouvre la doc. Et ça, franchement, c'est quelque chose à utiliser, la doc. Ça fonctionne toujours. Petite astuce de tonton. Deuxième astuce de tonton, pour gérer les rendus, j'utilise aussi un petit soft qui s'appelle Afterburner. À quoi ça sert Afterburner? Eh bien, ça va me permettre de gérer les courbes de ventilo et les températures de mes différents GPU quand je fais du rendu 3D. Une carte graphique, ça chauffe, une carte graphique, ça s'use, et je préfère avoir du bruit de ventilateur plutôt qu'abîmer mes cartes graphiques. Donc généralement, on vient utiliser un petit software pour contrôler des profils qui vont... Alors, c'est GPU 3 ici, je ne sais pas trop pourquoi il me l'a changé. On vient utiliser ici un petit paramètre, voilà, de ventilateur ici pour gérer ces courbes. Donc là, vous voyez, il y a les degrés, vitesse du ventilateur.
C'était juste pour vous montrer un petit software que j'utilise quand je fais du rendu 3D. Hop, je vais le fermer. Donc petite parenthèse dans la parenthèse, c'est que des petites astuces que je vous montre, mais c'est des trucs que j'aurais aimé découvrir plus tôt. J'ai toujours mis un petit peu longtemps avant de découvrir tout ça. Et c'est quand même bien cool quand on le découvre. Donc, je vais maintenant aller sur mon XP System. Je vais aller sur mon émetteur. Dans mon émetteur, je vais faire glisser mon cube. Donc, je vais aller dans Objet. Suivez-moi, hein. Emitter Shape. On va passer en Object. Donc là, on va faire avec un cube notre exemple, mais ensuite, on va remplacer le tout par un personnage. Donc, hop, Cube, Object. Et là, on va mettre Emit from Volume, Object Volume. Donc, ça veut dire que les particules vont être émises, hein, tout simplement, dans le volume du cube. Donc, voilà. Hop, on va venir faire deux, trois autres réglages. Dans émission, on va peut-être enlever un peu de vitesse et enlever un peu de speed rate pour le moment. Radius, etc., etc. Pour le moment, je pense que je suis plutôt pas mal. Voilà, ça me génère des particules à l'intérieur d'un volume. Est-ce que je peux changer burst rate? Ouais, on va peut-être se mettre à 1000, hein, ce sera plus sympathique. Voilà. Et au niveau... non, je suis bien, quoi. Je suis bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va ajouter un petit tag Redshift. Donc, clic droit. Vous faites un clic droit sur votre XP Emitter. Et on va cliquer sur propriété Redshift, Redshift Object. Et là, on va avoir Particles. Donc, Particles, on a plusieurs moyens de les activer. Donc, Point Instance, Sphere Instance, Quad Instance, Custom Object, pour venir mettre soi-même ses objets, ou Spheres. Moi, je vais mettre Spheres Instance. Je reste en 1. Et on va toucher à rien d'autre. Je ne vais même pas mettre de motion blur pour le moment, puisqu'on n'en a pas besoin. Et je vais cliquer sur Play. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir visualiser ce qui se passe. Donc là, chacune de mes petites particules est une petite sphère instancée. Et comme on peut le voir, ça a pris la couleur. Ça a pris la couleur de mes particules. Et il y a un matériau qui est vraiment très très bien, qui est un matériau Redshift. Donc on va aller dans Créer, Matière, Redshift, Materials, Particles. Et ça, le Particles Material, il va nous permettre de récupérer les informations, parce que pour l'instant, on a juste des sphères toutes plates, toutes moches, vertes. Donc on va pouvoir récupérer cette couleur verte, mais en plus appliquer un matériau Redshift, donc venir donner de la couleur, de la transparence, de la brillance en plus. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même plutôt pas mal. Donc je fais glisser mon RS Particles Material ici. Si on regarde un petit peu ce qui se passe dans le graphe, il y a l'output, donc la surface, un RS Material basique, hein, c'est comme quand on crée un RS Material, et en plus, je vais avoir un node Particle Color User Data. Voilà, donc ça c'est cool, c'est le Particle Color User Data. C'est ce qu'il me fallait, je suis content. Je vais pouvoir recliquer sur Play, donc là je vais toujours avoir mon truc horrible, mais en plus je vais pouvoir aller dans mon node et changer des petits paramètres. Donc par exemple, si je veux faire en sorte qu'il ait beaucoup plus qu'il soit beaucoup plus réfléchissant, je vais pouvoir augmenter l'indice de réfraction. C'est juste un exemple. Et ici, via ce node-là, ça va récupérer un petit peu toutes les infos que je vais avoir sur mes particules. Donc si je viens changer sur mon XP Emitter les couleurs, par exemple, que je vais aller dans Display, eh bien ça va aussi me les changer là. Et ça, c'est quelque chose qui est assez simple, parce que dans Redshift, c'est pris en charge, ça marche plutôt bien. Donc il faut remettre l'émission dès le début. Mais voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. C'est pas prise de tête. Et dans Redshift, pareil, ce qui est pas mal, c'est qu'il n'a pas besoin d'envoyer la géométrie, contrairement à Octane, où il faut souvent mettre en cache, ou si on prend un rendu à un instant T. Redshift, je peux me mettre là, tout de suite. Et là, je peux lancer un rendu, et il va me prendre le moment que je veux en rendu. Et ça, c'est vraiment pas mal parce que dans Octane, on se retrouve parfois limité quand on a beaucoup de choses et qu'on veut faire un rendu à un instant T pour des systèmes de particules assez complexes. Et si on n'a pas tout en cache,
on ne peut pas rendre un instant T, ou si on veut rendre par exemple que de la frame 40 à 75, on va avoir des petits problèmes. En tout cas, moi j'ai eu des petits problèmes, donc ça c'est vraiment quelque chose que j'affectionne dans Redshift. Donc maintenant, on va aller chercher le Cycle Packer, donc dans Xparticle, Other Object, Cycle Packer. Donc je le fais glisser dans Other Object. Il me semble que je peux aussi aller charger sur XP System, Other Object, Choose an Object, et j'ai mon Cycle Packer. Donc le Cycle Packer, il me demande de choisir un objet, donc le XP Emitter. Il me demande, voilà, à quoi il va ressembler. Donc je vais le laisser en, je vais mettre Spheres. Je vais laisser 10 objects, Max Radius 5, Min Radius, Min Separation, Seed. Et pour l'instant, je vais rester comme ça. Et donc là, ça me fait plein de, plein de petites sphères assez marrantes. Donc là, je peux augmenter le tout pour que ce soit vraiment plus varié. Et donc, ce qui est vraiment cool, c'est que là, on voit qu'il n'y a pas d'intersection. C'est plutôt pas mal. Mais bon, là, le tout est généré. Et puis, ça reste, ça vit de manière indéfinie et tout. Dans ce que j'ai montré au début, il y avait déjà un petit peu de color variation. Et ça, ce qui est génial, c'est que plutôt que de venir ici, d'avoir un effecteur, etc., ils l'ont prévu pour nous. Il y a un slider, color variation. Hop. Et donc là, ça me prend directement en compte de la color variation. Et dans mon moteur de rendu, ça va être pris en compte. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore. C'est moins on se prend la tête, plus je suis content. Donc, cette petite option, Color Variation pour contrôler la variation de couleur, Min Max Radius, et donc ici je peux contrôler sur mon matériau directement. Ici on a vu qu'ils sont réfléchissants, donc je vais le mettre un peu moins réfléchissant, mais c'est ici que je vais pouvoir contrôler un petit peu tout ça. Et je peux aussi ajouter d'autres nodes, je peux faire jouer avec de la transparence, jouer avec d'autres dégradés. Il y a vraiment pas mal de petites choses à faire, et c'est ça que j'apprécie beaucoup. Donc après le tout, ça reste de tweaker avec ces paramètres jusqu'à arriver à quelque chose qui nous plaise. Finalement, j'aimais bien ce côté très réfléchissant, donc je vais remettre un indice de réfraction qui n'est pas forcément très réaliste, mais qui sera beau. Voilà, pour l'instant ça me plaît. Et j'aimerais que mes boules aient une vie, parce que là elles font que se générer, elles restent à faire ces petites agglomérations. Mais j'aimerais que elles grossissent et elles s'en aillent. Et ça, ce qui est génial, c'est que dans le Cycle Packer, on a le scaling. On peut activer un scale up. Donc on va voir tout de suite ce que ça fait. Ça c'est cool, j'aime bien, on peut vraiment générer des animations de maladies. Et puis on n'oublie pas qu'Xparticle, on peut l'utiliser avec n'importe quel objet. Là dans mon émetteur ou dans mon Cycle Packer, j'aurais pu remplacer tout ça par des arbres. Donc on peut mettre une surface de sol, mettre des arbres et imaginer que petit à petit, tous les petits arbres viennent grossir. Encore une fois, il y a des choses qui sont faisables avec du MoGraph, des effecteurs, etc. Mais moins on se prend la tête, encore une fois, plus on est content. Donc je vais mettre ça à 50, je vais ajouter un petit peu de variation et je vais aussi mettre un scale down à 50 et je vais mettre 0 de délai, donc elles vont avoir une vie où ça grossit, voilà. Et là je vais avoir une petite animation sympathique. Voilà, une espèce de nuage plutôt sympathique qu'on avait à l'intérieur de notre personnage. Et moi je trouve le tout déjà assez sympa quoi, visuellement. Encore une fois, j'avais expliqué qu'on avait le petit HDRI Browser pour changer à n'importe quel moment à quoi vont ressembler nos particules, parce qu'il ne faut pas oublier que l'éclairage, c'est ce qui détermine totalement le look d'un objet. Donc je vais peut-être partir dans du Pro Studio Metal. Ouais, et là, on voit quand même que ça change pas mal du tout en fonction de ce qu'on choisit. Hop, le premier avait l'air plutôt convaincant. Premier, deuxième. Deuxième a l'air plutôt pas mal. Donc là, je suis assez content. Et maintenant que j'ai mon preset, je vais pouvoir le mettre dans un objet.
Donc on se retrouve dans la prochaine partie tout de suite, où on va venir charger un mesh. Donc c'est un petit personnage qu'on trouve dans un pack gratuit de The French Monkey. Vous avez le lien en description. Vous pouvez charger votre propre mesh, vous pouvez charger un mesh que vous avez téléchargé sur internet. Et donc dans la dernière partie, on va faire la mise en scène et préparer les rendus. Donc maintenant, je vais aller utiliser le pack de The French Monkey. Je vais aller dans mes dossiers, je vais aller 3D Gear et ça s'appelle le TFM Style Asset Pack. Allez le télécharger, il est gratuit, il est sur le Gumroad de notre ami The French Monkey et vous allez avoir pas mal de choses. Donc ça, c'est des poses qui sortent du logiciel Daz. Vous pouvez aussi utiliser le logiciel Daz, c'est un logiciel gratuit. Et on va pouvoir charger un petit personnage. Donc moi, celui que j'avais pris, c'était celui-là, mais vous pouvez très bien charger un autre personnage. Hop. Voilà, je tousse un petit peu. Ça fait du bien de temps en temps. Et là, ce qui est vraiment génial, c'est qu'avec notre petit preset, eh bien, je vais pouvoir remplacer ce vilain cube dans mon XP emitter. Donc là, je vais aller dans mes objets et hop. Je change la shape d'émission et maintenant je vais avoir mes particules qui vont se générer à l'intérieur de mon personnage. Alors, qui dit intérieur du personnage dit qu'il va falloir faire quelques petites adaptations. Donc là, je vais passer à 0,05 par exemple. Hop. Et là, je sais pas, je vais mettre 2. Hein. C'est juste des tests pour le moment pour voir comment ça marche. Bon, c'est pas encore assez, donc on va aller ici et dans émission, je vais me faire plaisir et je vais rajouter vraiment un 0. Et dans mon cycle packer, donc venez dans XP emitter, emission, on rajoute un 0 au burst rate, voilà, pour avoir plus de particules. Si vous avez un PC puissant, vous pouvez encore rajouter un 0. Hein. N'oubliez pas, plus on a de particules, plus c'est joli, mais là ça commence à prendre vraiment pas mal de ressources. Bon, après, je trouve ça vraiment plus joli, donc on peut essayer de rester, sur quelque chose comme ça. Quoique ça lag un peu. Bon, pour le tuto, je vais diminuer un peu les particules. Puis peut-être pour les rendus finaux, on augmentera le tout. Et donc, je réactive ma shape parce que je voulais qu'on puisse visualiser la shape. Donc là, je vais me créer une petite matière Redshift Material. Ça, je vais le supprimer et je vais le faire glisser sur mon petit personnage. Donc mon personnage, je vais venir lui travailler son matériau. Il y a quelques presets de base qui sont vraiment pas mal. Il y en a un qui est Water. Ça va me donner un mesh transparent qui est plutôt pas mal. Je vais toucher à la transmission pour mettre quelque chose d'un peu rouge. Et ici, donc dans mon émetteur, je vais venir mettre une couleur rouge. Vraiment, faites ce que vous voulez. Là, c'est juste pour avoir un rendu différent du bleu que j'avais au début. Hein. Ça, ça n'a rien à voir avec le tuto. C'est vraiment du perso. Et donc là, je vais avoir toutes mes petites particules qui vont se générer à l'intérieur de mon corps. Donc, elles mettent un petit peu de temps à arriver. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon Cycle Packer et je vais aller dans mon Scaling. Et dans le Scale Up, on va le mettre à 25. Voilà, comme ça, elles vont grossir plus vite. Et deuxième chose, il y a une petite case Thin Weld qui va nous permettre de juste avoir la peau, quoi, la surface de notre mesh. Et du coup, ça va me permettre de beaucoup mieux voir les particules qui vont se générer à l'intérieur. Là, je vais faire une petite pause, parce que là, on commence à avoir une scène un poil plus lourde. Hop. Et là, si je refais un play, on voit un petit peu ce qui se passe. Voilà, donc là, je commence vraiment à avoir quelque chose de sympathique. Et si je zoome, voilà, je vais activer le Bucket Rendering. On vient voir que j'ai vraiment la surface de glace de mon mannequin et que j'ai aussi toutes mes particules. Donc c'est un petit peu le type de rendu qu'on recherchait. Et maintenant, la petite chose qu'on va pouvoir faire, c'est sélectionner différents angles de caméra avec la Redshift caméra
et venir créer son animation. Et donc pour le rendu final, en tout cas, moi ce que je ferais, c'est que je mettrais plus de particules, parce que voilà, les particules, plus il y en a, mieux c'est. C'est vraiment un slogan qu'on pourrait valider ensemble. Donc hop, je vais décocher ça. Et je vais venir charger une Redshift caméra. Donc je vais prendre la Redshift caméra standard. Et donc la Redshift caméra, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une caméra avec un tag Redshift dessus. Donc pour sélectionner une profondeur de champ, c'est comme dans Cinema 4D. On vient sélectionner le petit bout orange de sa caméra et on vient le choisir soi-même. Donc là j'ai aussi la distance de mise au point que je peux venir utiliser en cliquant. Et donc là, j'ai ma distance de mise au point sur mon mesh. Donc, je retourne dans ma caméra. Et dans la caméra, on va avoir 2-3 petits paramètres qui vont être plutôt pas mal. Ça va être le exposure. Donc dans exposure, je peux venir comme dans une vraie caméra, venir jouer avec des ISO, un shutter speed, le f-stop, etc., etc. Et tone mapping, je vais pouvoir changer la saturation de mon objet. Moi, ça m'intéresse pas là pour le moment. La seule chose que je vais faire, c'est vouloir ajouter du flou, de la profondeur. Donc c'est le bokeh. Et je vais pouvoir cliquer sur Enable. Et là, à partir de ce moment-là, eh bien, ça se crée. Parce que j'ai déjà une valeur par défaut de 1. Mais mettons une énorme valeur de 3, par exemple, pour voir ce que ça rend. Et là, hop, on voit donc du coup les zones de flou et les zones nettes. Donc voilà, c'est vraiment, il n'y a pas plus compliqué que ça. On peut aussi ajouter des bokeh images. Donc les bokeh images, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça va être des petits profils de bokeh. Ça, c'est une petite feature que j'aime bien. Alors, vous pouvez en trouver gratuitement. Hein. Ceux-là, je les avais eu sur la... C'était un membre de la MD Community qui me les avait envoyés. Et donc là, comme sur des vrais objectifs, quoi, je vais pouvoir faire des mimiques de certains bokeh, quoi. Et du coup, ça va pouvoir me faire cette petite aberration chromatique. Enfin, vraiment, c'est quelque chose que je trouve plutôt cool à faire sous Redshift. Et ça permet d'ajouter du réalisme à ces images. Voilà, bah, on a vu un petit peu tout ce qu'il fallait pour faire différents plans. Donc maintenant, la petite chose qu'on va pouvoir faire, c'est faire des rendus. Donc pour le tuto, je vais faire des rendus d'images fixes, hein, parce que malheureusement, j'aurais pas le temps de refaire des petites animations comme j'avais faites sur mes premiers tests. Voilà, bon, ça bouge, hop, on voit, ça change de profondeur, on voit le personnage. Malheureusement, aujourd'hui, mon but c'était de vous montrer tout ça. Je vais vous montrer comment j'aurais fait les animations, mais là, je vais rendre des images. Donc là, je suis même plutôt satisfait de cette image. Et je vais vous montrer comment la rendre. Donc il y a plusieurs choses qu'on va faire. C'est qu'on va aller dans Enregistrer. Et je vais aller enregistrer mon image. Donc je vais me mettre ici en PNG, parce que je ne vais pas faire trop de retouches. Et je vais venir l'enregistrer ici, image 3D. On va appeler ça tuto RS, tuto Redshift. Je vais faire ça en rendu 1. Et donc les multipasses dans Redshift, ça se fait avec le AOV. Donc là, le AOV, eh bien, ça va me permettre, avec le AOV Manager, de choisir les multipasses que je vais vouloir rendre. Donc par exemple, je peux rendre la beauty, je peux rendre une custom. Donc si j'ai envie de rendre l'occlusion ambiante. Alors l'occlusion ambiante marche pas forcément de base en Redshift, ça c'est un petit trick à faire. Il faut créer un matériau Redshift, il faut utiliser une map custom. Ça je le montrerai peut-être dans un autre tuto. Mais là on va avoir d'autres choses, on va avoir émission, global illumination, normal, z-depth, etc., etc. Donc pour ajouter une multipasse, il suffit tout simplement de la faire glisser ici. Background, caustic, depth, emission, tous ces trucs-là. On peut choisir de les rendre en multipass. Et donc deux moyens. Hein. Multipart EXR. Soit on fait un direct output, soit en fait ça se gère avec l'enregistrement ici. Donc là je vais faire un MP. Ça fait un moment que j'ai pas utilisé les multipass de Redshift, c'est pour ça que je suis peut-être un petit peu plus hésitant, mais c'est comme ça que
C'est comme ça que ça marche. Et là, je vais mettre bien sûr le Open et XR 32 bits. Et donc à la fin, je vais vous montrer aussi comment faire la compo dans After Effects. Donc là, on va faire 2-3 shots. Et il faut bien se mettre en tête que ces shots, ça aurait pu être des animations. Donc je peux prendre ma caméra, je mets une première clé, et puis ensuite on tourne autour de l'objet, et puis on fait autre chose. Donc moi j'étais à frame 60, hein, qui me paraissait belle. Donc je vais faire mon premier rendu, et puis on se retrouve juste après, une fois qu'il est fini. Ça va être assez rapide, je vais juste cliquer ici. Et donc voilà, si vous voulez aller plus loin dans le tuto, hein, comme je vous l'ai expliqué, vous dupliquez vos caméras, vous vous mettez plus loin, vous utilisez un cyclo, enfin, vraiment il y a pas mal de petites choses, assez cool, à faire. Et dans Redshift, ça rendra toujours bien. Voilà, franchement le mesh il est vraiment cool, c'est vraiment marrant. Donc là, petit rendu, et puis on se retrouve juste après pour la phase post-prod. Et maintenant, on va se retrouver dans After Effects où on va pouvoir venir faire la post-production. Donc la post-production, je vais pouvoir les faire sur mes images qui sont rendues, ou je pourrais aussi les faire sur des séquences d'images, hein. Comme vous l'avez vu en début de vidéo, j'ai rendu des séquences d'images. Donc voilà, c'est juste plusieurs images mis bout à bout qui font une vidéo. Donc voilà, j'avais rendu un close-up, j'avais rendu la main, etc. etc. Donc ça, c'est si vous avez eu la foi de faire des plus gros rendus. Là, malheureusement, comme on est dans un petit tuto, on va tout simplement se concentrer sur une seule image. Donc là, dans mon image, j'ai fait un rendu en PNG, parce que c'est juste l'image que je vais utiliser, mais j'ai aussi fait un rendu EXR, juste pour vous montrer. Le EXR, en fait, c'est un format sur lequel, avec le plugin Extractor, je vais pouvoir récupérer mes différentes couches. Donc ici, j'ai Beauty et Profondeur. Si ça vous intéresse aussi, sur la chaîne, on a fait un live à Yamag, masterclass. C'est une vidéo de 45 minutes où il y a Yvan Feuzy, Sylvain Favre et moi-même qui parlons, et j'ai fait une petite partie de 10 minutes sur les EXR et comment ça avait été utilisé dans l'un de nos travaux. En gros, c'est juste un seul fichier, et avec le plugin Extractor, et bien dans un seul fichier, on va avoir toutes nos passes. Donc ça fait des fichiers assez lourds, mais c'est du 32 bits qu'on peut mettre en linéaire, donc pour le linear workflow. Enfin, là, je dérive un petit peu. Je ne sais pas si c'est des trucs que vous avez envie d'apprendre. Dites-le moi en commentaire. Mais là, pour le moment, c'est peut-être pas trop nécessaire de le montrer. Donc moi, ce que j'utilise là, c'est le plugin Magic Bullet Looks. C'est un de mes plugins préférés pour correction colorimétrique, parce qu'il y a toujours des presets, des petits presets de base qui défoncent. Donc Punch in the Dark, je le trouve d'office nickel. Voilà, ça fait déjà une belle image, ça fait déjà une belle composition. Je peux réduire un tout petit peu l'intensité par exemple. Et je viens ajouter des courbes. Donc là on n'est plus trop dans une partie tuto où il faut suivre ce que je fais. Mais là je suis plus en train de vous montrer moi ce que je fais pour les corrections colo. Donc voilà, j'augmente un peu les blancs, je vais rehausser les bas bleus. Ça donne une teinte que j'aime bien. Je vais baisser les hauts bleus. Donc déjà, on voit qu'on a vraiment rendu notre rendu un petit peu plus sexy avec tout ça. Il y a 2-3 autres techniques que j'aime bien aussi. Par exemple, il y en a une, c'est avec Toonit Studio, par exemple. Toonit Studio, on va le trouver là. Ça permet de faire un rendu comme ça, donc un rendu un peu cartoon. Et en fait, moi, je l'utilise avec une très très faible intensité, juste pour donner un côté. Ça renforce en fait les ombres, enfin les délimitations, pardon. Donc là, par exemple, si je zoome sur une boule, que je clique avant-après, hop, vous voyez, ça me fait un petit tracé. Donc des fois ça marche bien, des fois ça marche pas, faut voir si... En fait ça casse un peu le réalisme, ça casse un peu de réalisme, mais je trouve que ça peut ajouter une petite dimension artistique. Et un autre que j'aime bien aussi, c'est Finisher. Donc ça c'est de la suite Red Giant. Et Finisher, bah, ça me permet d'ajouter du détail, donc ça peut rajouter un petit peu de grain. Donc là ça m'a rajouté un peu plus de contraste, donc je vais même le diminuer.
Et ici, on a un paramètre détail. Donc plus on le pousse, plus on va avoir quelque chose de détaillé, mais plus ça va refaire sortir le grain. Vous voyez. Donc c'est vraiment à utiliser avec parcimonie. Des fois, des valeurs de 10, c'est pas mal. Puis là, voilà, on a exposition, contraste, on a pas mal de choses pour gérer son image. Et là, il faudrait imaginer que c'est une séquence, vidéo, hein, tout simplement. Les corrections colorimétriques vont prendre effet sur toute la séquence. Et vous voyez que j'ai pu rendre le tout plus joli. Et puis après, il y a plein d'autres effets. Après, on vient ajouter des light click, des optical flare, etc. Il y en a un autre que j'aime bien ajouter, c'est le carrousel. Donc ça ajoute des petits overlays comme ça. Qui sont un peu animés, donc c'est pas forcément quelque chose que je vais toujours chercher à ajouter, mais mis avec une intensité parfois très faible, ça peut donner un peu de charme. Ça peut donner un peu de charme à notre image selon ce qu'on a envie de faire. Voilà. Donc après, c'est à vous de jouer avec tous les petits effets After Effects que vous avez. J'ai fait plusieurs tutos sur la chaîne qui sont plutôt bien expliqués. J'espère que cette vidéo vous a plu, on est très content, on va pouvoir enregistrer cette image, on va pouvoir la publier sur Instagram et devenir très connu, hein. Alors que c'était juste un accident de tuto. J'appelle ça un accident parce qu'au moment de commencer le tuto, j'avais pas du tout prévu que ça fasse ce résultat-là. Hop, je vais enregistrer ça dans stockage, séquence PNG, blablabla, je suis content. Hop. Voilà, j'ai ma nouvelle image. Elle est magnifique, on en est très content. Voilà, je vais juste réactiver ma tête pour la fin de ce tuto. J'espère que ce tuto vous a plu, vous avez appris des trucs. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'aujourd'hui, voilà, on est sorti avec une image, mais c'est qu'on a fait du motion. C'est que le tout, il est animé. Et qu'en prenant plus de temps, on pourrait vraiment faire un projet super cool. Donc là, c'était juste des tests, hein, parce que j'avais envie de faire un nouveau tuto sur la chaîne, de vous expliquer des trucs, de faire découvrir Redshift et Xparticle aux gens, parce que je trouve que les deux se marient super bien de pair. Donc voilà, il fallait que je fasse un petit peu ça. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao la famille!